Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette session dans laquelle on va traiter de 3 problèmes de performance. Cette session a été à l'origine présentée pour les journées SQL Server 2013 et suite à un problème technique dans lequel l'enregistrement de la session a été perdu, eh bien on vient de réenregistrer cette session en avril 2014. On va faire les présentations. Donc, je suis David Pafaleuf, je suis consultant en base de données pour CapData depuis 15 ans. Et je suis Benjamin Vezan, je suis consultant en base de données depuis une douzaine d'années. On est donc tous les deux collaborateurs d'une société qui s'appelle CapData, qui est une société qui travaille exclusivement dans le domaine des bases de données et qui est la filiale Data Management d'une société qui s'appelle Osmosium. Et vous pouvez retrouver tous nos articles sur le blog CapData, http://blog.capdata.fr, ainsi que cette vidéo et toutes les autres vidéos sur la chaîne YouTube CapData. Un petit slide pour invoquer les dieux de la démo, puisque comme vous allez le voir, cette session se base sur des démos et on espère vraiment que tout se passera correctement. Et nous attaquons la troisième démo, troisième et dernière démo, troisième et dernier problème de performance à analyser. Alors cette fois, ça démarre un peu différemment. C'est-à-dire qu'on est à notre bureau et un utilisateur vient nous voir en nous disant j'ai un problème avec une requête que je viens de lancer, enfin j'ai lancé il y a un certain moment, elle n'aboutit pas. D'habitude elle tournait, c'est souvent ce qu'on entend, hein, hier ça marchait mieux qu'aujourd'hui, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? On aborde le problème un peu différemment en allant chercher directement l'information en live. Donc on va, grâce à cette requête sur sysdm exec request qui sont les requêtes en cours d'exécution sur le moteur et en faisant quelques cross-apply, quelques jointures, on va récupérer un maximum d'infos sur l'activité en cours sur notre instance. On va essayer d'isoler la fameuse requête à l'aide de notre utilisateur. Alors effectivement, on voit qu'il y a une charge assez conséquente sur TempDB, on a pas mal de charges sur TempDB, et ici, tout en haut, on a la session 156, ici, qui est en train d'exécuter une UDF, une User Defined Function, une fonction scalaire utilisateur. Et si je lance, vous allez voir plusieurs fois la même chose, on voit qu'elle switch avec autre chose. On va alterner l'exécution d'une fonction scalaire avec réellement une requête dans cette base. Donc notre utilisateur nous confirme bien qu'il s'agit bien de son traitement. On a récupéré le plan d'exécution. On va voir le plan d'exécution. Ok, alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un gros cluster index scan sur Big Transaction History qui fait quand même 28 millions de lignes. D'accord, donc ça fait quand même pas mal de lignes à récupérer, un compute scalar, un autre cluster index scan sur Big Product, donc pas d'index utilisé dans cette requête. On a quand même 277 000 lignes dans notre table de hash, ce qui sera quand même pas rien, même si c'est peu comparé aux 28 millions de lignes, c'est quand même beaucoup pour une table de hash. Ensuite un top and sort, parce qu'a priori on récupère les 500 premiers produits, on insère dans une table temporaire, et le coût final de notre requête, 889,62, ce qui est un coût relativement élevé. Un truc déjà qui est choquant dans l'affichage de ce plan d'exécution en regard du coût de cette requête, c'est que sur mon instance, par défaut, le coût de parallélisation, le seuil pour lequel l'optimiseur va décider d'évaluer un plan parallèle est de 5. Ok, c'est la valeur par défaut sur toutes les instances. Or, dans mon plan, ce coût-là, déjà, il est bien au-dessus de 5. Et pourtant, mon plan n'est pas parallélisé. On voit pas les petits icônes avec des flèches. Mon plan est un plan séquentiel, okay, donc sur un seul worker thread. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes face à ce genre de choses, vous avez un coût élevé et pourtant le plan n'est pas parallélisé, en tout cas le coût est au-dessus de votre seuil de parallélisme. Il existe ce qu'on appelle des inhibiteurs de parallélisme. Et parmi ces inhibiteurs, eh bien, si on regarde le texte de la requête en question, je vais récupérer le texte ici, je vais le mettre ici dans la petite zone de commentaires. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je fais un select top 500 du nom d'un produit, je mets ça dans une table temporaire. Je fais une jointure entre Big Product, Big Transaction History, et si on regarde bien la jointure ici, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve l'appel à notre fonction scalaire utilisateur. Et ça, typiquement,
c'est un inhibiteur de parallélisme. Quand on utilise une fonction utilisateur, une fonction scalaire utilisateur dans une requête, ça va empêcher l'optimiseur de compiler un plan parallèle. Il y a un deuxième impact qui est aussi très important, c'est que l'utilisation d'une fonction scalaire comme ça dans une jointure va complètement casser l'intérêt d'utiliser des requêtes ensemblistes. C'est-à-dire que ça va introduire un petit peu comme un curseur à l'intérieur de notre requête ensembliste. Donc à chaque fois que vous voyez ce genre de choses, ou que vous êtes amené à développer des requêtes qui utiliseraient ce genre d'écriture, une fonction utilisateur scalaire dans une jointure, essayez toujours de vous demander si vous ne pouvez pas ramener la logique de la fonction scalaire à l'intérieur de la requête. Parce que ça, c'est terrible en termes de performance. C'est catastrophique. Et d'ailleurs, si je regarde ma charge, ici, sur la partie de droite, j'ai ma fameuse requête qui tourne, qui est lancée par mon utilisateur, que je simule avec SQL Query Stress. Je suis à déjà 5 minutes d'utilisation, j'ai toujours 0 exécution. C'est-à-dire que ma requête n'a toujours pas abouti, au bout de 5 minutes. Okay, donc là on a un vrai problème. On va couper notre charge pour analyser un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que fait cette fonction scalaire en réalité? Elle ne fait pas grand-chose. Si on va voir notre... c'est dans les fonctions, cette fonction en question. Alors évidemment, ça n'a aucun sens de créer une fonction telle que celle-là, puisque elle porte bien son nom, just return product ID, return product ID. Elle ne fait rien de plus. Souvent, dans les fonctions scalaires, on a des conversions de type, par exemple, conversion de monnaie, ou conversion d'une valeur, en utilisant ça directement dans la jointure. Donc, je dis, il faut toujours essayer de ramener la logique à l'intérieur de la requête. Donc là, la réécriture, elle est relativement simple, il suffit juste de ramener la valeur de product ID dans la jointure. Donc plutôt que d'écrire ça, et notamment ça, je vais tout simplement ramener la colonne product ID. C'est exactement ce que fait la fonction. Okay, alors, encore une fois, on est d'accord qu'il n'y a pas d'intérêt a priori de faire une fonction qui ramène juste une colonne. Vous comprenez bien que le but là, c'était juste de vous montrer à quel point c'est néfaste d'utiliser une fonction scalaire dans une jointure telle que celle-ci. Donc, je réécris simplement ma requête et je relance l'exécution. Et au bout de quelques secondes, on constate qu'on a bien notre résultat. Avec, donc, on avait sélectionné, on va dire, la taille de la chaîne moyenne au niveau des noms. C'était le but de notre requête. Le plan d'exécution, on vérifie qu'on utilise cette fois bien du parallélisme. Okay. Le coût de notre requête a été pas mal baissé. Et on n'a plus justement ce fameux compute scalar qu'on voyait tout à l'heure qui représentait la fonction. Donc, on a fait un grand pas en avant par rapport à tout à l'heure. On est passé d'une requête qui, au bout de 5 minutes, ne rendait toujours pas la main, à une requête qui rend la main au bout de 30 secondes. Ok, on va vérifier qu'avec la charge, donc d'un côté ma charge ici sur TempDB et de l'autre ma charge modifiée. Donc j'ai bien plus ici mon problème de scalar UDF. On va voir ce qui se passe avec les deux en exécution. Et donc on voit qu'on est bien, on a bien un résultat qui concorde à peu près avec ce qu'on avait vu, un peu au-dessus de 30 secondes malgré la charge. On a donc 31 secondes à peu près par itération. C'est donc assez satisfaisant. Mais là-dessus, je vais rajouter un traitement supplémentaire qu'on n'avait pas forcément prévu, qui va se lancer en journée. On va voir ce qui se passe sur ma charge de top 500.
Et donc, on revient un petit peu à nos activités. Notre utilisateur retourne à son bureau, on retourne à nos occupations, et il va revenir nous voir un petit moment après en nous disant « J'ai de nouveau des problèmes de perf ». Effectivement, quand on regarde un petit peu sur notre outil de stress, là, on voit effectivement qu'on est passé au niveau de nos exécutions à 5 exécutions à 52 secondes de moyenne d'exécution. Tout à l'heure, on était à 31, ça veut dire qu'on a largement dépassé notre temps de tout à l'heure. Alors, on va regarder ce qui se passe. On revient sur notre exécution, notre requête sur systemexecRequest, et ce qu'on voit, c'est que notre fameuse requête, elle est effectivement bloquée. On voit elapse 35 secondes, wait time 35 secondes, sur l'événement d'attente ressource sémaphore. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller utiliser une requête sur cette vue, sysdmexec query memory grants, pour aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté des query memory grants. Un query memory grant, qu'est-ce que c'est? C'est une allocation de mémoire qui est faite au moment de l'exécution d'une requête pour permettre l'exécution de certains opérateurs physiques sur une requête. Les opérateurs physiques, c'est ce qu'on voit habituellement ici quand on affiche un plan d'exécution. D'accord? Il y a 3 opérateurs physiques qui nécessitent l'allocation de ce qu'on appelle un query memory grant. On a 3 familles d'opérateurs. On a d'abord la famille des trees, d'accord? Donc tous les opérateurs sort, top and sort. On a la famille des opérateurs hashmatch, à la fois pour les jointures et pour les agrégats. Il y a un hashmatch pour les jointures hash et un hashmatch aggregate pour gérer les agrégats en se basant sur le calcul d'une table de hachage. Et la troisième famille, c'est les opérateurs qu'on appelle exchange, c'est tous les opérateurs de parallélisme. Donc il y en a 3, repartition, distribute et gather. Donc on va utiliser cette vue sysdmexec query memory grants pour aller faire la liste en fait de toutes les requêtes qui sont en attente ou qui ont été reçues un peu de mémoire pour l'exécution de la requête. Et on se rappelle que notre requête à nous, elle avait un coût de 221. Okay. Une colonne intéressante de cette vue, c'est la colonne grand time. Et en fait, quand la valeur de grand time est à nul, ça veut dire que la mémoire qui était demandée, et qui en l'occurrence pour cette requête-là est de 26 MB, pour cette requête, n'a pas encore été octroyée. On peut peut-être trouver des requêtes avec des grand time, avec des valeurs. Quand il y a une valeur dans grand time, ça veut dire que là, pour ces requêtes-là, par exemple, les 23 MB ont déjà été accordés à la requête, et elle peut entrer réellement dans sa phase d'exécution. Mais pour toutes les autres, tant qu'elles n'ont pas reçu cette mémoire, elles ne peuvent pas commencer leur phase d'exécution. D'accord? Et l'attente de ce grand de mémoire, justement, il est comptabilisé sur cet événement d'attente qui s'appelle ressource sémaphore. Donc là, on a une requête qui a un coût de 221, qui demande 26 MB pour pouvoir démarrer son exécution, et qui ne l'a pas encore reçu. Il faut savoir qu'il y a différentes files d'attente dans les query memory grants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on parlera en synthèse d'un webcast d'Ugus qui parle en détail de ces problématiques de query memory grant, mais il y a des files d'attente par priorité. Et les files d'attente sont basées sur le coût des requêtes. Et il y a notamment une file dans ce qu'on appelle le large ressource sémaphore, une file d'attente médium qui, elle, contient plusieurs sous-files d'attente. Et chacune de ces sous-files d'attente est bornée par le coût d'une requête. La première, qui va avoir le numéro 6, va être bornée pour les requêtes qui ont un coût entre 5 et 99. La file d'attente 7 va être bornée par un coût de 100 à 999. C'est là où se trouve précisément notre requête avec un coût de 221. Et il y a une histoire de priorité dans la mesure où les requêtes qui ont un coût, plus le coût de la requête est élevé, moins elle est prioritaire. Parce qu'on part du principe qu'une requête qui a un coût faible, comme ces requêtes, enfin faibles, ces requêtes en tout cas qui ont un coût à 30 qui est plus faible que 221, ont des chances de durer moins longtemps. Donc il est normal de les prioriser par rapport aux requêtes qui ont un coût élevé et qui de toute manière vont durer plus de temps.
D'accord? Donc, on a un vrai problème avec le coût et le query memory grant de cette requête. Il faut qu'on travaille sur ce coût et sur ce besoin en mémoire. Okay, on peut essayer d'identifier qu'est-ce qui nous coûte cher dans cette requête. Okay, donc on va aller récupérer le plan d'exécution. Voilà, donc elle est toujours là. Ah, cette fois, a priori, son grant est passé. On va vérifier le plan d'exécution. Donc on a toujours un coût de 221, ça n'a pas changé. Et je vous disais, il y a plusieurs opérateurs qui peuvent en fait bénéficier du query memory grant. Et en fait, il y a une technique qui existe dans les plans tels que celui-ci pour optimiser le besoin mémoire d'une requête. Pour pas que chaque opérateur, comme par exemple le repartition streams ici, le hash match ici, l'autre repartition streams, l'autre hash match, etc. Tous ces opérateurs-là qui ont tous besoin d'un query memory grant fassent une demande pour eux-mêmes. Il y a possibilité de mutualiser la demande, et comme il y a certains opérateurs qui peuvent consommer qu'une partie simplement de ce qu'ils ont réellement besoin et relâcher une partie, cette partie qui relâche, ils peuvent la passer à d'autres opérateurs en amont dans le plan. C'est ce qu'on appelle des fractions. Si par exemple je regarde cet opérateur de parallélisme ici, je fais F4 au niveau du plan d'exécution. Non, je vais me mettre sur le hash match, je fais F4 et je vais voir ici, en entrée, j'ai bien une fraction de 1, c'est-à-dire 100% des 26 megs dont j'ai besoin. Et en sortie de cet opérateur, je vais renvoyer que 21% de ce que j'ai reçu en entrée, c'est-à-dire que 21% des 26 megs. Et le restant, un opérateur du type du hash match, c'est un opérateur qu'on appelle bloquant, c'est-à-dire que il a besoin de terminer toutes ces phases avant de pouvoir passer les lignes au niveau supérieur. Et le hash match, il s'exécute en deux phases, on le sait, il y a une phase de hash qui construit la table de hachage, une phase de probe qui fait la jointure au sens propre. Et en fait, lorsque la première phase de hash est terminée, la mémoire qui était nécessaire pour construire cette phase peut être libérée, et c'est justement cette partie qu'on va retrouver à l'opérateur au-dessus. Si je fais F4, ici je retrouve ma valeur 100 moins 21 et quelques pourcents. Je récupère en fait la partie qui a terminé de consommer le premier hash, et tout ça, ça permet de mutualiser en quelque sorte les ressources, et de faire qu'au final, au lieu d'avoir besoin peut-être de 80 MB pour l'ensemble de mes opérateurs, alors on l'a vu tout à l'heure dans le query memory grant ici, on a besoin réellement que de 26 MB. Okay. S'il n'y avait pas ce mécanisme de partage, potentiellement cette requête aurait besoin de beaucoup plus. On va quand même essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire justement ce besoin de requête. Une chose qu'on peut faire, c'est de s'occuper de la partie tree ici. Okay. Alors il y a effectivement un tree dans cette requête. Si on regarde, on revient sur le texte de notre requête, hein, on a en order by name, donc le nom du produit, pour créer la table temporelle. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est créer un index sur le nom, qui embarque également notre colonne de jointure, qui est ici, et également discontinued date, qui est notre critère. Okay, on peut créer, alors je vais d'abord couper la charge. Et on va créer cet index. Et je vais tester si mon plan d'exécution utilise bien cet index. Et on voit que notre requête se termine assez rapidement. D'accord. Au niveau du plan d'exécution, on voit que l'index que l'on avait créé est bien utilisé dans un index scan, et qu'on a effectivement plus de tri en amont. On n'a plus que le top. Tout à l'heure, on avait un top and sort. Le coût de notre requête a baissé, mais pas beaucoup. C'est un peu décevant. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va relancer notre charge.
Voilà. Et voir un peu ce qui se passe. Donc si on relance la requête sur systemexec query memory grant, on voit que notre requête avec un coût de 178, ben certes, elle demande beaucoup moins de mémoire que tout à l'heure. On était à 26 MB, on tombe à 2 MB parce qu'on a on a plus besoin de faire la partie tri qui est quand même la plus comment dire, gourmande en termes de query memory grant. Donc le query memory grant est beaucoup plus bas. Par contre, comme le coût est toujours très haut, on est toujours dans la file d'attente numéro 7 et on n'a toujours pas été reçu en fait notre query memory grant qui est pourtant très bas. D'accord? Donc c'est un paradoxe un petit peu de SQL Server, c'est-à-dire qu'on peut avoir des requêtes avec des coûts élevés et des prétentions mémoire qui sont faibles, et on passera nécessairement après des requêtes qui ont un coût plus faible, mais potentiellement des prétentions plus élevées. Donc il faut faire attention, justement, c'est vraiment le coût qui est primordial. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent qu'il ne faut pas mélanger les requêtes décisionnelles avec les requêtes transactionnelles, parce que souvent les requêtes décisionnelles ont des coûts très élevés, et les requêtes transactionnelles ont des coûts très faibles, c'est des requêtes très rapides. Et donc les requêtes décisionnelles passeront toujours après, en termes de query memory grant. Ok? Donc on n'a pas pu avancer du tout sur notre problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va aller prendre un café, voilà, pour réfléchir un petit peu à notre problème. Et pendant la pause café, on a l'occasion de rencontrer le développeur d'une partie de l'application et on lui expose notre problème. On lui dit, voilà, je voudrais récupérer les produits qui ont une date discontinuité à nulle, donc qui sont toujours actifs, qui sont toujours vendus, produits ou redistribués en tout cas par la société. Et il nous apprend une chose intéressante. Il nous dit que ces produits-là, en fait, la caractéristique métier de ces produits-là, c'est que, enfin, qu'est-ce qui fait qu'un produit n'est plus vendu? Un des critères pour le reconnaître, c'est qu'il n'a plus, été vendu depuis au moins 2 ans. C'est-à-dire que sa dernière date de vente date d'au-delà de 2 ans. Et ça, c'est un truc qu'on peut avoir, je veux dire, beaucoup d'expérience en analyse de requêtes et avoir beaucoup de connaissances sur l'optimiseur. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer. C'est une règle de gestion métier. Et sans avoir discuté avec cette personne-là, on n'aurait jamais su ça. D'accord? Et que c'est très très important cette information qu'il nous donne, parce que nous, on sait, en tant qu'expert SQL, que plus on va donner de critères à l'optimiseur, et plus il va avoir de solutions pour trouver le chemin optimal vers les données. Je vais recouper à nouveau ma charge, ici, et je vais utiliser à bon escient son information à rajouter un critère au niveau de market. Alors la première exécution va naturellement toujours être un peu plus longue parce qu'on va relire, on relie souvent les données sur disque, on validera avec une deuxième exécution qu'on a bien, voilà, on l'a fait en 18 secondes, nos 500 lignes. Donc c'était la première partie, je n'ai pas fait le select into, c'était juste le select, hein, qui est de toute façon le plus gourmand. Et là on voit, on est subsequent. Simplement en rajoutant un critère. D'accord? Si je regarde le plan d'exécution, ici, en revanche, mon plan est complètement différent. Ok? Et si on s'intéresse au coût de cette requête, on voit deux choses intéressantes. Le coût, tout à l'heure, était de 178. On est tombé à 15, donc cette fois, on a vraiment fait un bond en avant très important. Malgré tout, on a un memory grant qui est plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on a probablement, voilà, un opérateur de tri qui est ici. Donc notre plan a complètement changé. On regarde pour l'instant pas le petit conseil de l'optimiseur. On va relancer notre charge avec, en prenant compte cette fois, hein, notre critère que nous a indiqué notre développeur. Et on va voir ce qui se passe en termes de query memory grant. Donc on a vu un coût de 15. On réinterroge la vue systemexec query memory grant pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là, on voit cette fois, alors on voit plus la valeur de QID parce que le grand time a été fait, mais comme on est à un coût de 15, on se retrouve directement en compétition avec les autres requêtes, on est dans la même file d'attente.
Donc on ne va pas être mis de côté, on va simplement attendre avec les autres requêtes de la même file de pouvoir obtenir notre query memory grant qui est ici de 46 MB. Et cette fois il a été granté, ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir des exécutions. Et on a minimisé un petit peu, vous voyez, on a déjà 6 exécutions, 7 secondes à peu près en moyenne. On était à 1 seconde tout à l'heure en instantané sans concurrence, on est à 7 secondes là avec la concurrence d'accès. C'est quand même bien meilleur. Si on regarde le plan, on regardait le plan tout à l'heure, alors oui, je vais de nouveau arrêter ma charge, juste pour pouvoir observer le plan d'exécution de cette requête. Alors il y a des lectures physiques, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas systématiquement la même. Si je le relance encore une fois, voilà, on voit qu'il est instantané. Au-delà donc des informations de coût et de query memory grant, on a à nouveau une information de l'optimiseur qui nous dit, pour écrire un index sur discontinued date, cell and date, en incluant product ID qui est la colonne de jointure et name qui est la colonne qui est récupérée par le select. Et ça nous permettrait de faire baisser notre coût qui est de 15 d'à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers. Effectivement, si on regarde la façon dont la table Big Product est parcourue, on voit que on est revenu à nouveau sur un cluster d'index scan, et on prend plus l'index qu'on a créé tout à l'heure. On a complètement, en rajoutant ce critère, changé la façon dont la requête est résolue. Donc on choisit de créer cet index, voir si ça change quelque chose. Ok, cette fois, on est bien sur un indexique, on a toujours notre tree, et au niveau du coût et du query memory grant, on a encore baissé le coût, et on a encore baissé notre query memory grant. Donc là, on peut difficilement être plus optimum au niveau de notre traitement par rapport à toute la charge concurrentielle sur la machine. Et si on s'intéresse à notre query memory grant, on voit que cette fois, voilà, c'est passé. On a donc un query cost de 9, on demandait 4 MB et ça a été octroyé, donc on devrait pouvoir commencer à voir des exécutions, voilà, 16 secondes. On a vu tout à l'heure lors du premier scénario qu'il ne fallait pas systématiquement créer les index qui étaient proposés par l'optimiseur, donc il faut qu'on s'intéresse aussi à la façon dont cet index qu'on vient de créer peut être mis à jour. Okay, donc on va réutiliser notre vue 6DMDB index usage stat et on voit qu'on n'a pour l'instant pas de statistiques, donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier régulièrement. Si vous voyez un ratio élevé en termes d'écriture, bien réfléchir sur l'emploi de cet index. On peut le laisser si la requête qui en bénéficie est stratégique. Si elle n'est pas forcément stratégique, on peut essayer de trouver un moyen alternatif. Donc je vais arrêter mes 3 tests et on va parler d'une troisième solution. Et donc pour trouver cette dernière solution d'optimisation, on va s'intéresser à une toute autre partie. On va d'abord regarder le temps d'exécution de nos 10 itérations sur la solution précédente. On voit 10 itérations en 40 secondes. Alors, on va clearer les statistiques d'attente, relancer nos deux SQL Query Stress. On va attendre d'agréger un petit peu d'attente. Et qu'est-ce que nous remontent les attentes? Eh bien, du page latch. Tout à l'heure, on était en attente sur du ressource sémaphore. Hein. J'ai arrêté la charge sur ressource sémaphore. J'ai plus que 2 charges sur TempDB. Et, aux coïncidences, on se retrouve avec du page latch plus TempDB. À quoi on pense? Un fichier de TempDB par CPU. Et j'ai combien de fichiers de TempDB donné? Un seul. Donc on serait tenté de suivre la recommandation de Microsoft qui dit, idéalement, quand on constate de la contention en latch sur TempDB, il faut créer un fichier de données TempDB de même taille et de caractéristiques de dimensionnement identiques par CPU, afin de paralléliser
les demandes d'allocation. En fait, ce que font mes deux traitements, tout simplement, dans mes deux traitements, on crée et on supprime des tables temporaires. Donc on accède massivement aux pages d'allocation du seul fichier de données que j'ai dans TempDB, qui sont les pages PFS et GAM, les deux pages au niveau des plans d'allocation des extents mixtes et uniformes. Donc on serait tenté effectivement de rajouter des fichiers pour TempDB. Eh bien on va pas faire ça, on va utiliser une autre technique qu'on appelle le Temp Table Caching. En fait, il faut savoir que sous certaines conditions, lorsqu'une table temporaire est supprimée, soit à la fin d'une session, soit quand on la supprime manuellement, on doit faire à nouveau un accès à ces pages d'allocation pour dire je désalloue les pages que j'avais précédemment allouées pour cette table temporaire. Et le caching en fait consiste à ne pas justement désallouer la totalité des pages qu'on avait allouées pour la table temporaire à la suppression. En fait, on va conserver dans PFS et SGAM une page IAM et une page de données, ce qui permet aux exécutions suivantes ou potentiellement aux exécutions concurrentes sur d'autres sessions, de réutiliser justement cette page IAM et cette page de données pour éviter d'avoir à faire des accès, de nouveau des accès sur ces pages d'allocation. Alors comment on fait pour faire du temp caching? C'est très simple. Plutôt qu'en fait d'utiliser notre select into dans un batch, eh bien on va le mettre dans une procédure stockée. Si je regarde le code de la procédure stockée, est-ce que j'ai ça quelque part? Le code de ma procédure stockée ici. Voilà, exactement la même chose. Hein, simplement, au lieu d'exécuter tout ça dans un batch, on exécute tout ça dans une procédure stockée. Alors, ma charge qui appuie sur TempDB tourne toujours. Je lance ma charge sur l'étape temporaire. On va voir que la première exécution est un peu longue, parce que justement la première fois, il faut accéder à ces pages PFS. Ensuite, ça va un peu s'accélérer. Voilà, et on est arrivé à nos 10 itérations en 27 secondes au lieu de 40 secondes. Donc on a gagné simplement en déplaçant notre code d'un batch ad hoc vers une procédure stockée, on a bénéficié de ce mécanisme de caching. Et je vous disais que ici on exécute 10 itérations du même code sur une seule connexion, mais si on inverse nos itérations et qu'on fait exécuter une itération par 10 connexions, les 10 connexions vont aussi profiter de même mécanisme de caching. La première qui va se connecter va faire un accès à PFS SGAM, créer les entrées, et en faire bénéficier les 10 autres, et du coup on va aller encore plus vite. Donc la première est un peu lente, et les suivantes sont extrêmement rapides. On voit que la première, voilà, on est à 1 seconde, et boum, ça tombe, et on a tout fait en 2 secondes, 4. Donc on a réalisé le même nombre d'itérations simplement en 10 connexions, au lieu de le faire sur une seule, en 2 secondes. Donc on est arrivé au bout de notre processus d'optimisation de code. On fait un petit résumé de ce problème numéro 3. Donc ce qu'on a vu en tout premier lieu, c'est qu'on utilisait une fonction utilisateur scalaire dans une jointure. On a vu que c'était très mal en termes de performance parce qu'on introduit justement comment dire, un accès itératif au milieu d'une requête ensembliste, et ensuite parce que on inhibe les possibilités de parallélisme dans la requête. On a vu qu'une fonction utilisateur scalaire, c'est un inhibiteur de parallélisme. Donc déjà, on partait du mauvais pied. Ça durait plus de 5 minutes au départ. On a remplacé par une jointure simple où on a ramené la logique de la fonction scalaire à l'intérieur de la requête. Ça nous a permis de faire une exécution en 30 secondes. Ensuite, on a travaillé en concurrence avec d'autres requêtes sur la partie query memory grant. On a baissé le tri, on a baissé le query memory grant. On a vu les mécanismes de priorité, de priorisation au niveau des coûts et des query memory grant. On a pu aussi aller discuter à la machine à café avec un développeur qui nous a apporté une information métier qu'on n'aurait pas pu deviner, nous, en tant qu'experts techniques, et qui nous a permis de faire encore baisser le coût et le temps d'exécution de la requête, simplement avec une information métier.
Et enfin, on a vu la mise en place du caching de table temporaire à la fin. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce problème? Un des trucs les plus importants, c'est si vous avez des fonctions scalaires dans votre code, méfiez-vous-en. Vérifiez si à chaque fois vous ne pouvez pas ramener le code de la fonction scalaire à l'intérieur des requêtes. Ça sera toujours beaucoup plus performant. Connaître la logique métier est aussi importante. C'est quelque chose qu'on ne peut pas deviner si on se cantonne à travailler purement le domaine technique. Donc il faut aller discuter avec les experts de domaine, les développeurs, les utilisateurs, tous ces gens-là. Ça permet d'avoir des informations complémentaires qui peuvent ensuite nous servir après dans notre travail d'optimisation. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on s'aperçoit que coder en procédure stockée, on connaissait déjà beaucoup d'avantages aux procédures stockées, on en a découvert une autre qui concerne le caching de table temporaire. Alors, petit retour sur les outils qu'on a pu utiliser pendant cette session. Déjà, on a travaillé sur une base AdventureWorks 2012 qui a été un petit peu grossie. Vous allez pouvoir grossir vous-même une base AdventureWorks 2012 en suivant le lien qu'on vous propose là sur le blog de Adam Mechanic, qui propose des scripts pour faire quelques grosses tables. On a utilisé aussi SQL Query Stress pour générer de la charge en arrière-plan. Et puis, on ne l'a pas utilisé dans le réenregistrement de la session, mais c'était utilisé lors de la session initiale aux Journées SQL Server 2013. C'est SQL Sentry Plan Explorer. C'est un outil qui vous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration d'un plan d'exécution. Et puis, vous allez pouvoir retrouver les scripts des 3 scénarios qu'on vous propose dans cette session sur le blog de CapData, donc blog.capdata.fr, dans la rubrique SQL Server. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.